Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, il y a 2 semaines, j'étais au rassemblement de notre ami Guigui Touch, son premier assaut qu'il a intitulé Chorizo Show. On était au circuit de Fontenay-le-Comble pour sa journée de track day. Et franchement, c'était un événement vraiment au top. Je vous ai fait une petite vidéo que vous avez sûrement dû regarder. Et franchement, de belles rencontres, des amis youtubeurs et autres. Et notamment JC de Tétano de Garage que je n'avais pas vu depuis un certain nombre de temps. Franchement, ça fait plaisir de le revoir. Je remercie encore d'avoir pu participer à cet événement. Et bon, j'ai pu rencontrer PGMA, Panzer Garage, Nico Bordel, Chococar, Anthony PDLV. Enfin voilà, il y avait du monde, c'était vraiment un très très bel événement. Ça m'a permis de la présenter, la Demon Z, et d'avoir vos premiers retours. Hein, franchement, très bons retours, et franchement, vous étiez au top là-dessus. Bon. Là-dessus, maintenant, on va avancer un petit peu sur la restauration de la Demon Z. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, j'en étais arrivé au moment où j'avais ramené la Z dans mon box, hein, parce qu'il a fallu, j'ai déménagé entre-temps, donc il a fallu s'adapter, et j'avais fini de monter l'intégralité du pont arrière et des cardans pour la transmission de la Z. Donc j'en étais resté là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer sur les autres périphéries. Alors, c'est un petit peu moins intéressant, mais c'est nécessaire parce que je ne vais pas laisser des éléments rouillés dans la voiture à ce niveau-là de restauration. Donc, on va voir un peu tous les aspects qui pourraient être retrouvés dans cette voiture, qui sont quand même assez compliqués à traiter. Donc, c'est parti, on va voir un peu tous ces aspects-là et je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, les accessoires que je vais devoir travailler sur la voiture, c'est quoi? Déjà, je vais commencer par des éléments, parce que j'ai un box, hein, rappelez-vous, j'ai pas trop de place, mais il y a des éléments sur lesquels il faut que j'avance, que je peux faire en parallèle d'autres sujets. Donc, pour commencer, je vais travailler sur la pédale box. Alors, la pédale box, c'est le support qui se trouve sous le volant et qui permet d'accueillir la pédale d'embrayage et la pédale de frein, parce que la pédale d'accélérateur est séparée. Alors, vous le voyez directement, elle est en un certain état, un peu rouillée, avec l'âge de la voiture qui va bien. Bon, rouillée, vu ce qu'il y avait avant sur la voiture, on s'en étonne plus, malheureusement. Donc tout ce que j'ai fait simplement, c'est démontage, nettoyage, sablage, et puis j'ai mis une peinture époxy à froid, ce qu'on appelle, de chez Restom, encore une fois. Donc c'est pas un époxy à chaud qu'on fait, j'aurais pu le faire à l'époxy, mais bon, encore une fois, hein, le budget était ce qu'il était, donc j'ai utilisé cette peinture qui est vraiment de très très bonne qualité, elle se tend parfaitement, et ça donne un très bon rendu. Donc ça permet d'avoir une pédale box qui soit cohérent avec la préparation de la voiture. Donc ça m'a pris quand même un peu de temps, c'est chronophage, hein, ces aspects-là, mais bon, on avance quand même dessus. Donc la pédale box est fait, il me restera quand même à acheter, je ne les ai pas encore achetés, c'est les caoutchoucs de pédales, hein, parce que je vais les remplacer, ils sont complètement usés, ils sont un peu rabotés à force, hein, avec les pieds hein, qu'on appuie dessus, mais voilà, je veux quelque chose de propre à ce niveau-là. Donc ça, c'est la partie intérieure. Un autre élément sur lequel j'ai travaillé, c'est le mètre-cylindre. L'avantage qu'on a sur les Datsun 260Z, les 2+2 comme la mienne, c'est que contrairement aux 240Z, le mètre-cylindre est de taille un peu plus importante. Parce que le mètre-cylindre sur les 240Z est un diamètre plus petit. Donc on a une moins bonne assistance de freinage, allons-nous dire. Donc déjà, moi j'ai le bon diamètre. Alors par contre, il est aussi dans un état assez déplorable. Donc ce que j'ai fait, alors, malheureusement, j'ai pas les photos, mais j'avais acheté un kit de réfection, c'est-à-dire qu'on peut changer la membrane caoutchouc à l'intérieur. Donc, ce que j'avais fait, vous voyez encore une fois sur les photos, il y avait le Mastervac en lui-même. On peut le nettoyer en l'ouvrant, c'est un demi-coquille. Hein. On vient changer les éléments à l'intérieur. J'en ai profité pour sabler tout ça encore une fois, poncer, nettoyage, etc. Et j'ai encore fait cette fameuse peinture époxy à froid dessus. J'ai réussi à garder la petite étiquette qu'on peut voir sur la photo et franchement ça fait un aspect peinture tendue qui est vraiment pas mal. Donc là c'était à ce niveau-là, j'ai pu le mettre, j'ai pu le terminer et franchement ça fait un très 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 bon rendu à ce niveau-là. Maintenant que le Mastervac est installé et restauré correctement, je me suis attaqué au circuit de freinage. Bah oui, parce qu'il faut bien aller alimenter tout ça à l'arrière. Vu que j'avais tout supprimé, il faut que je refasse mon circuit de freinage. Alors, j'ai décidé de repartir sur du cuivre en rigide, parce qu'à l'époque, il y avait déjà ça à ce niveau-là. Et la partie raccordage 3, durée aviation, j'en ai déjà fait, j'avais déjà modifié un peu mon circuit, mais je voulais retrouver quelque chose d'un peu près un peu plus carré.
Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai récupéré déjà le seul élément que j'ai gardé du freinage d'origine, c'est un petit bloc en laiton, je pense, qui était à l'arrière, qui permettait la dérivation entre droite et gauche à l'arrière, que j'ai nettoyé, poncé, etc. Franchement, ça fait un bon petit rendu, que j'ai fixé avec un insert fileté qui permet de le positionner là où je voulais exactement. J'ai acheté tout le nécessaire aussi pour pouvoir faire les écrasements des tuyaux, pour faire les raccords filetés correctement au niveau des raccords de freinage. Et j'ai tiré mon cuivre directement dans le tunnel de transmission de la Z, et droite et gauche pour le freinage à l'arrière. Alors j'ai intégré ça, j'ai fixé ça directement avec des petits colliers qui sont prévus pour, forcément, avec aussi des petits raccords filetés que j'ai insérés à droite à gauche en M6 ou M8, je ne me rappelle plus. Maintenant que le circuit de freinage est fait, donc il est bien positionné, eh ben, on continue sur le freinage, on est sur le sujet, on avance. Donc il a fallu que je pense à l'alimentation de ce freinage, parce que dans ce que j'ai prévu du gros frein. Mais si on garde le mètre cylindre d'origine, forcément, quand on a un appui de pédale, on a un certain diamètre de mètre cylindre, et si vous n'avez pas un diamètre de cylindre cohérent par rapport au piston qui est derrière, quand vous appuyez, il y a un manque, donc vous n'avez pas un appui total sur les pistons. Donc il faut augmenter le diamètre du mètre cylindre, donc il y a différents diamètres. Donc moi j'ai pris un mètre cylindre de chez Wilwood, qui est en 1 pouce, un pouce, un quart, un demi, je ne sais plus, je vous le mettrai en description, mais qui est prévu pour le circuit avant et le circuit arrière. Il y a un bocal qui est divisé en deux, pour le circuit avant et le circuit arrière. C'est un seul piston, mais qui divise directement là-dedans. Mais aussi un autre aspect à prendre en compte, c'est qu'avant, j'avais un répartiteur de freinage, comme tout véhicule. Un répartiteur de freinage qui était positionné dans la baie moteur et qui était fixe, avec un ressort intégré dedans. Pour l'utilisation que je vais en faire, il faut quelque chose de réglable. Donc il y a différentes solutions qui existent, mais généralement, les répartiteurs de freinage, beaucoup le mettent à l'intérieur au niveau du poste conducteur pour pouvoir modifier. Moi, j'ai décidé de rester un petit peu sur ce que je faisais à l'origine et de le positionner dans la baie moteur. Donc encore une fois, j'ai essayé de trouver quelque chose d'assez performant. Donc Wilwood, encore une fois, fait un répartiteur de freinage avant-arrière qui permet de régler juste l'arrière à ce niveau-là. Et donc, il est noir, il est propre, et je l'ai positionné à ce niveau-là de la baie moteur. Et franchement, il est intégré avec son petit capteur de perte. Moi, je l'ai pas raccordé à ce moment-là, je l'avais déjà pas fait. Mais voilà. On a un mètre cylindre de taille plus importante, on a le répartiteur, on a le circuit de freinage en cuivre qui va à l'arrière. Franchement, ça avance tout doucement. On continue sur le freinage, donc tant que je suis à l'arrière, j'y vais. Donc je commence à installer les éléments du freinage du kit de chez Technotoy Tuning. Donc je mets en place le disque percé rainuré. Alors c'est un disque plein, c'est pas un disque ventilé, et avec un étrier de frein de chez Wilwood. Donc c'est un étrier 4 pistons qui est prévu, comme vous le voyez, avec la cale. C'est un bol en alu qui permet le positionnement de cet étrier à ce niveau-là. Et bon, là, quand je l'ai monté, je l'ai positionné sur le côté, mais après j'ai fait un correctif parce que normalement il faut le monter en position horizontale sur le dessus. Peu importe. Cet étrier, par contre, est vraiment très intéressant au niveau du système de frein, parce qu'en fait, il y a simplement une petite fourchette qui vient reprendre les câbles que j'avais mis d'origine, qui viennent récupérer cette fourchette et qui vient écraser tout simplement les plaquettes. Donc c'est pas un système à ressort, à rappel qu'on peut voir sur certains étriers, mais franchement déjà c'est bien d'avoir une possibilité d'avoir un frein-main avec des étriers Wilwood. Il y a différentes possibilités, il y en a qui mettent des étriers 4 pistons standards et ils rajoutent un petit étrier à part avec 2 petites plaquettes pour pouvoir bloquer le frein à main. Là c'est intégré, franchement c'est pas mal pensé. J'en profite également pour positionner les disques et les étriers à l'avant, toujours du 4 pistons, toujours du Wilwood, mais de taille beaucoup plus conséquente quand même. Franchement ça fait plaisir, donc voilà. Au niveau du freinage, tout est prêt. Bon, j'ai pas encore fini les raccordements à l'avant. J'ai pas fait le purge parce qu'il faut que je fasse les flexibles de raccordement d'Urit Aviation, que je ferai par moi-même, bien évidemment. Mais pour l'instant, voilà, ça me permettait d'avancer sur ce circuit-là, parce que je voulais finir l'intégralité des passages de tuyauterie à l'intérieur du tunnel de transmission. Et tant qu'on est dans le tunnel de transmission, je réfléchis à un autre aspect, c'est la partie carburant. Oui, parce qu'en fait, pourquoi je veux travailler dans ce tunnel de transmission ? C'est que je vais positionner mon arbre de transmission, mais je ne veux pas être embêté, donc je veux faire tous les circuits qui sont nécessaires à être mis en place avant de pouvoir positionner cet arbre de transmission. Donc je pense au circuit de carburant.
Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je passe en rigide? Est-ce que je passe en flexible? Bon, je passe directement en version flexible, je positionne ça correctement à l'intérieur, j'ai des raccordages, comme d'habitude, je fais tout par moi-même. Donc comment j'ai pensé le circuit? Eh bien on va le regarder ensemble. Donc pour le circuit de carburant, j'avais positionné un réservoir à l'arrière de la voiture, réservoir qui est ici. Bon, là il est démonté parce que bon, je vais faire une modification que je vous présenterai par la suite, mais voilà. J'avais un réservoir de 15 ou 16 gallons, je ne me rappelle plus trop, donc avec les raccords qui vont bien, avec le niveau de réservoir. Et en fait, bon, on est sur un moteur à injection. Et injection, donc il faut une pompe haute pression. Mais il y a toujours la problématique que quand on est sur circuit, pour éviter de délester de cavités au niveau de la pompe, il y a d'autres aspects à prévoir. Donc il y a différentes solutions qui existent. Il y a des pompes immergées, il y a des pompes externes. Et en fait, moi j'ai prévu de mettre en place deux pompes de carburant. Donc en fait, j'ai voulu faire un circuit basse pression avec une cuve, un tampon si vous voulez, et avec une pompe haute pression. Alors je vais vous expliquer tout ça, ça va être simple. Voilà. Au niveau du réservoir à l'arrière, j'avais prévu une pompe basse pression. Alors cette plaque que j'ai fabriquée, qui venait se positionner, je vais vous le montrer sur les photos, directement sur le côté du cadre d'accueil du réservoir, je l'ai fixée avec des raccords caoutchouc pour éviter les vibrations. Et en fait, comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est une pompe basse pression avec un filtre de protection, 100 microns de mémoire. Alors c'est quoi cette pompe basse pression? Ça vous parle peut-être pas, mais c'est une pompe américaine, c'est une pompe Carter, P4020 exactement de mémoire au niveau des références. C'est un peu comme les pompes Red Top qu'on peut avoir chez nous, chez les Françaises. C'est du gros volume, mais pas de beaucoup de pression. Voilà. Alors ce circuit qui était en diamètre plus important que j'avais fait avec ces raccords, alimentait cette bâche. Alors c'est une bâche, on appelle une cuve tampon d'essence. Alors bon, vous vous doutez bien d'où ça vient, c'était pas trop cher, j'ai pas voulu trop m'embêter, c'était un test que je voulais faire. C'est pas mal, mais bon, je vais modifier ça. Mais j'étais parti là-dessus. Donc le principe est simple, on fait un circuit fermé qui vient prélever dans le réservoir, on alimente ça et on vient alimenter direct cette pompe. Ça pousse dedans et par retour, ça retourne dans la bâche. Voilà, c'est un circuit fermé, ça tourne tout le temps et ça permet d'alimenter cette cuve tampon. Comme ça, si on est en appui dans un virage, il n'y a aucun problème de désamorçage de la pompe à carburant. Et là, en fait, on a ici une pompe haute pression et là, c'est une pompe Bosch. C'est une pompe Bosch. Bon, alors, la référence n'existe plus maintenant. Mais c'est une pompe Bosch qui fait 300 litres heure qui était prévue, donc qui alimente le circuit haute pression, qui va alimenter directement le circuit de carburant et le moteur à ce niveau-là. Alors là, on a un clapet en tiers-tour, on alimente, on fait un circuit aller qui va directement au moteur, on le fait arriver dans la baie moteur, je mets en même temps un régulateur de pression d'essence sur la cloison pare-feu, et de ce régulateur, je fais un circuit retour qui retourne directement dans le carburant, dans le réservoir de carburant à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'alimente directement les deux rails, parce que c'est un V6, donc j'ai 6 injecteurs alimentés, donc c'est 2 rails de 3 injecteurs que j'alimente à ce niveau-là. Il y a des modifications qui peuvent se faire pour faire le circuit de retour après le rail de carburant, mais je ne suis pas resté sur ce principe-là. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre une petite image, c'était le principe de circuit de carburant que j'ai fait sur la voiture, du moins dans sa version numéro 1, parce que j'ai modifié, enfin j'ai ça en tête, et c'est pour ça que je l'ai démonté. Je vous montre ça. Donc vous voyez au niveau du circuit de carburant, du principe, j'ai rien inventé, j'ai repris des choses existantes, franchement faut pas s'embêter la vie. Donc il y a des versions avec pompe immergée, il y a des versions avec pompe externe, comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, moi je suis parti sur ce principe, une pompe basse pression, une bâche, une pompe haute pression et une alimentation. Mais il y a d'autres aspects qu'il faut voir, parce que mon circuit de carburant, je le passe dans le tunnel de transmission. Ouais, mais il y a quoi dans le tunnel de transmission? Il y a la ligne d'échappement aussi. Donc il faut faire attention justement à la chaleur et l'essence qui font pas forcément bon ménage. Donc en fait, ce que j'ai prévu, et il faut penser, si jamais vous le faites, c'est que vous avez votre durite, c'est bien,
mais il faut penser aussi à la proximité du collecteur d'échappement ou autre. Donc au niveau de la baie moteur par exemple, eh ben, moi ce que j'ai prévu c'est une protection thermique. En fait c'est une chaussette que je mets autour de la durite qui permet de me protéger ça, parce que là au niveau de la baie moteur, comme je vais vous montrer, et ben là, on est vraiment très proche de la... Oui, comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais on est vraiment très proche du collecteur. Donc en fait, ce que j'ai mis, c'est cette durite. C'est une protection, c'est une chaussette thermique qu'on met autour des durites. Donc je l'ai fait sur le circuit aller et retour du carburant. Donc là, on a le régulateur de pression d'essence qui vient alimenter directement les rampes d'injection. Alors comme je vous disais, on peut faire des modifications. Je ferai peut-être une modification après quand je vais faire un changement au niveau des rampes pour avoir une sortie après les rampes. Mais là, pour l'instant, le circuit aller-retour se fait directement au niveau de la pression, enfin du régulateur de pression d'essence. Voilà. Donc réfléchissez bien aux aspects régulation, passage de durite et autres, et à la chaleur, mais aussi l'aspect mécanique. Si jamais on a des vibrations, quelque chose qui vienne toucher ces durites, ça reste de l'essence. Hein, une voiture peut prendre très vite feu, donc il faut faire bien attention. Donc ces protections thermiques, je les ai aussi utilisées à l'arrière, au niveau du pont arrière, parce qu'il y a quand même la ligne d'échappement qui va y passer. Et puis au niveau du passage, au niveau du pont, des protections et autres, bah, ça me permet d'avoir une protection mécanique aussi. Donc si jamais il y a un peu de frottement ou de vibration, au moins ça ne va pas m'abîmer mais m'entamer la durite à ce niveau-là. Donc voilà, faites bien attention. Allez, on continue. Maintenant que le circuit de carburant est fait, il faut que je m'attaque à l'arbre de transmission. Bah oui, et là pas le choix, il faut faire du sur-mesure, parce que là on est complètement hors des clous au niveau de ce qui se fait d'origine. Donc j'avais pensé au sujet avant d'importer le moteur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à la personne à qui j'ai acheté le moteur de me trouver et de couper un arbre de transmission qui va directement dans le cul de la boîte du moteur 377, enfin le G37 là-bas. Donc il m'a donné la partie qui vient s'insérer directement dedans, et j'ai plus qu'à changer directement cette partie-là. J'ai aussi acheté sur eBay aux États-Unis la partie qui va sur le pont arrière, sur le R200, donc avec le cardan, hein, bien évidemment, qui est prêt à souder en fait. Voilà, au moins je suis tranquille, et donc il faisait partie de l'import à ce niveau-là. Donc je me retrouve avec ces deux éléments. Donc je positionne, je boulonne sur le pont arrière, je positionne dans le cul de boîte, je viens talonner, c'est-à-dire je mets vraiment au fond, ça, pour voir la distance maximum de l'arbre de transmission et la longueur la plus courte, parce que faut pas talonner directement l'arbre de transmission dans la boîte, parce que ça peut forcer à ce niveau-là. Donc faut avoir un jeu, un coulissement hein, sur l'insert de cet arbre de transmission pour pouvoir avoir un jeu correct. Donc ça, je l'ai validé avec un prestataire que j'ai trouvé dans l'Oise à l'époque, qui fait des arbres de transmission sur mesure et d'autres travaux sur les moteurs, bien évidemment. Et donc on a déterminé la longueur, la qualité hein, de l'arbre de transmission. Donc il m'a fait cet arbre et il me l'a surtout équilibré. Bah, il faut bien faire attention, parce que imaginez si vous n'êtes pas du tout équilibré sur votre arbre de transmission, quand vous êtes à certains régimes, ça peut avoir des vibrations assez néfastes sur la conduite, et ça peut détériorer pas mal de sujets. Donc voilà, l'arbre de transmission est fait sur mesure, il est équilibré, j'en profite, je fais une petite peinture dessus de protection, il y a les points de graissage qui sont tout neufs, on présente ça et je positionne directement dans l'arbre de transmission. Franchement, le tunnel est plein, je me retrouve avec le circuit de freinage, avec le circuit d'essence et l'arbre de transmission. Voilà, au niveau du tunnel de transmission, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. J'arrive un peu à la limite de ce que je peux faire sous la voiture. Donc bon, je vais avancer sur d'autres sujets, et notamment il y en a un qui est pas mal, c'est le bloc chauffage. Bah oui, parce que bon, il est aussi un petit peu corrodé. Donc je me suis un petit peu forcé, un petit peu motivé là-dessus, parce que bon, il y a pas mal de petites pièces et c'était un peu compliqué, mais voilà. Donc je me retrouve avec le bloc chauffage hein, qui se trouve sous le tableau de bord. Et il a fallu déjà que je le démonte complètement. J'en ai profité pour ressortir l'échangeur, hein, parce qu'il vient récupérer l'eau du moteur pour envoyer la chaleur avec un ventilateur. Donc tous ces éléments-là, eh ben, il y a des petits raccords, il y a des petits cailles, il y a des petites vis, il y a des petites cames. Eh ben, faut prévoir un petit peu tout ça, il est un petit peu dur. Donc en fait, ce que j'ai fait, je l'ai complètement ouvert. J'ai sorti l'échangeur, je l'ai nettoyé, parce qu'il y a pas mal de boue à l'intérieur, donc je l'ai nettoyé, j'ai vérifié l'étanchéité. Parce que ça serait un peu dommage de remettre en service et d'avoir l'eau qui coule parce que l'échangeur est percé à ce niveau-là. Donc je l'ai vérifié, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Je l'ai restauré, c'est-à-dire que j'ai démonté tous les plastiques, je les ai nourris un peu, je les ai nettoyés, et en fait il y avait tout un aspect mousse autocollante, d'étanchéité qui se désagrégeait complètement, qui partait en lambeaux. Donc c'était assez cocasse au niveau du démontage, mais bon, tout est propre. J'en profite, je remets une sorte de bande de mousse, d'étanchéité, je remets sur le clapet, c'est le clapet qui vient faire la séparation entre les pieds et le haut ou le dégivrage, etc. Donc toute cette partie-là fonctionne pas trop mal, c'est propre, c'est remonté, les commandes aussi, j'ai graissé les câbles, parce que c'est comme des câbles à vélo, quand on vient tirer sur les petites tirettes, ça vient commander des volets à l'intérieur. Donc ça va, ça reste assez souple, il n'y a pas trop de problème. Et après, il y a aussi le ventilateur. Voilà, donc le ventilateur, lui, il avait l'âge qu'il avait aussi, donc démontage, nettoyage, vous voyez alors ce qu'on appelle un ventilateur tangentiel, c'est une grosse roue avec des pales comme ça, donc ça vient tourner, aspirer l'air d'un côté et ça renvoie sur l'extérieur. Donc pareil, nettoyage, nourrissage, ça n'existe pas. J'ai nourri les plastiques à ce niveau-là, j'ai refait de l'étanchéité, j'ai vérifié le jeu du roulement moteur, parce que le petit moteur 12 volts, il était un petit peu grippé. Donc j'ai réussi à le nettoyer, un petit point de graisse, etc. C'est reparti, grogne plus. Donc, parce que ça n'existe plus, cette version-là, et puis j'avais pas envie d'adapter quelque chose à ce point-là. Ça restera accessible assez facilement, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, au niveau du bloc chauffage et de la ventilation, c'est restauré. Maintenant, je le positionne dans la voiture. Mais il y a un petit sujet qui est quand même assez embêtant, c'est que l'alimentation en eau sur le moteur d'origine, les entrées-sorties d'eau sont côté passager. Ouais, c'est comme ça rentre dans le bloc moteur à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que sur le VQ37, c'est plus du tout au même endroit. Donc il a fallu que je trouve une astuce. Donc la sortie est du bon côté passager, il n'y a pas de problème, mais côté alimentation, c'est un petit peu différent. Donc vous voyez au niveau du moteur, enfin du moins d'origine, les alimentations d'eau du radiateur sont à ce niveau-là. Voilà, donc moi aujourd'hui je les ai bouchées parce qu'elles sont plus fonctionnelles, et donc le retour d'eau est à ce niveau-là, pas de problème. Donc c'était assez proche, donc j'ai pu mettre une durite et me récupérer ça directement sur le moteur. C'est un peu les limites, mais ça passe. Mais par contre au niveau de l'alimentation, en fait c'est de l'autre côté. Donc j'ai pu récupérer le morceau de durite avec le petit point de purge, franchement c'est vraiment au top. Et en fait j'ai créé ça. Donc j'ai refait un trou à ce niveau-là, au niveau de la cloison pare-feu. Et j'ai créé, ni plus ni moins, j'ai créé une autre tuyauterie et que j'ai fait en inox serti, parce que de par mon boulot j'avais ça qui traînait. Donc j'ai pu le faire, donc j'ai créé un petit bout d'inox avec des raccords, et en fait ça longe la cloison pare-feu à l'intérieur, et ça permet d'aller se récupérer directement sur l'échangeur de bloc chauffage de l'autre côté. Voilà, je l'ai positionné, je l'ai fixé, vraiment pas de problème à ce niveau-là. Maintenant que j'ai fait mon bloc chauffage avec le nouveau raccord, avec le nouveau tube interne, je l'ai positionné, en fait je vais m'occuper de l'isolation du véhicule. Parce que je veux quand même un certain confort à l'intérieur au niveau bruit, donc si j'avais tout supprimé, j'avais supprimé le goudron au niveau des planchers et autres. Donc en fait, j'ai refait une isolation intérieure des planchers de la voiture. Donc j'ai trouvé des plaques de goudron aluminées qu'on vient positionner avec une roulette en plastique. Je l'ai fait au niveau du plancher conducteur et passager, et aussi sur le rebord des tunnels de transmission. Et j'ai aussi mis un isolant phonique supplémentaire au niveau de la cloison pare-feu et sur le début du tunnel. Alors c'est pareil, j'ai trouvé ça sur un site spécialisé. Après c'est côté aluminium brillant. On s'en fiche parce que de toute manière après la moquette va se retrouver par-dessus. Il y en a qui laissent visible le plancher, côté rallye un petit peu, avec les cale-pieds en alu et autres. Mais bon, moi je voulais un aspect plus fonctionnel et un peu cosy, parce que même si c'est un véhicule que je destine à des track day, ça reste un chocard, et je veux quand même quelque chose d'assez propre et un peu plus spécifique à l'origine, qui ressemble vraiment à l'origine. Donc j'ai fait cette isolation phonique, ça se fait plutôt pas mal. Ça se positionne bien, on découpe faut des gros ciseaux quand même pour le faire. Et il m'en reste encore un petit peu si jamais je veux isoler à l'arrière, si jamais j'ai des bruits parasites qui viennent dessus. Mais ça rend bien. Mais après, il y a un autre aspect que je me suis rendu compte, c'est qu'au niveau des pédaliers et du passager, en fait, la moquette ne remonte pas complètement dessus.
Donc bon, pour l'instant, avant de mettre tout ça en place, j'ai passé simplement un coup de bombe là-dessus. Bon, ça reste, c'est une bombe noire haute température parce que je sais qu'elle accroche très bien, donc elle s'écaille pas. Hein, même ça fait 2-3 ans que je l'ai fait, ça bouge pas. Donc je verrai si je peux mettre quelque chose pour finaliser, mais en attendant, au moins il y aura pas le côté brillant au niveau des pieds qui ressort, qui dépassera de la moquette. Bon, voilà, on fait des petites astuces. Bon, ça reste discutable, mais à suivre. Et maintenant que l'isolation est faite, bah, j'en profite aussi, c'est je passe le faisceau du véhicule. Bah oui, parce que ça reste un gros moteur à injection, il y a tout un aspect pilotage, hein, donc il y a l'écu du moteur, mais il y a aussi un deuxième boîtier, c'est le VVEL. Le VVEL, c'est un boîtier spécifique qui va gérer la partie variation des cams. C'est un peu comme le système VTEC, hein, si vous connaissez chez Honda. Voilà, le but du jeu, c'est de gérer en fonction des besoins du moteur, en fonction du couple qu'on veut, qui va gérer l'ouverture, fermeture. Ça existe aussi chez BM, ça existe dans plein de marques, mais voilà. Au niveau du pilotage, il y a deux boîtiers. Donc il faut que je trouve la place, il faut que je le positionne. Donc en attendant, j'ai réussi à le positionner à l'intérieur, à passer ce boîtier là, avec tout le faisceau, qui est quand même assez conséquent, donc avec une isolation qui va bien au niveau de la cloison pare-feu. Donc il est déjà à l'intérieur du véhicule, ça me garde un peu de place sur la baie moteur que je n'avais pas avant, et je vais pouvoir avancer étape par étape sur cet aspect-là. Et puis là, on va rentrer dans le gros du sujet. C'est la partie faisceau électrique qui va être assez compliquée, mais ça on le verra dans un autre épisode. J'avance sur d'autres sujets aussi, c'est la pose notamment de l'alternateur. Ah, ça paraît bête, mais oui, mais il faut que je le positionne parce que je suis très très près du longeron au niveau de la baie moteur. Je suis même pas à 1 centimètre. Mais au-delà de la pose, que j'arrive à faire sans problème, pas de souci à ce niveau-là, il faut que je pense à la courroie qui va alimenter tout ça. Parce qu'à l'origine, ce moteur, il n'y a pas que l'alternateur qui est alimenté par la courroie d'accessoires, d'ailleurs qui fait pas mal de zigzags, hein, comme les moteurs modernes, parce que je n'ai aussi la pompe de direction assistée et j'ai la pompe de climatisation. Ces deux-là, je les ai supprimés, parce que, bon, la clim, on va pas se poser la question. Et la direction assistée, il n'y a pas de crémaillère hydraulique en assistance qui existe pour nos aides, même en modif ou en montage, il y a d'autres solutions. Mais pas sur celle-là. Donc j'ai supprimé ces deux éléments. Donc en fait, je me retrouve simplement avec l'alternateur à devoir alimenter. Donc il a fallu que je trouve une solution un petit peu. Donc je me suis intéressé au forum américain sur des personnes qui ont déjà fait des modifs, des swaps sur des véhicules 37. Pas forcément sur cette voiture. On essaye de prendre les infos. Et en fait, c'est tout bête. J'ai simplement pris une petite cordelette, j'ai mesuré la distance que j'ai besoin par rapport au tendeur d'origine, qui normalement appuie d'un côté, mais moi je l'utilise de l'autre, et ça va très très bien. Et simplement, j'ai trouvé la courroie qu'il fallait bien, je l'ai positionnée, et franchement au top. Avec le tendeur tout neuf, hein, hop, ça positionne, et c'est au top. Donc franchement, là-dessus, pas trop de modifs. Je m'attendais à devoir mettre, vous savez, des raccords avec tendeur, etc., mécanique, comme j'ai pu voir, mais non. Fixation d'origine, tendeur d'origine, juste une courroie plus courte. Franchement, là-dessus, pas trop de modifs, c'est vraiment au top. Dernière modification que j'ai dû faire pour cette vidéo, voilà, on arrive au bout, c'est la partie colonne de direction. Du moins, la crémaillère. Parce qu'au niveau de la crémaillère, rappelez-vous, j'avais dû faire une modif pour pouvoir passer le carter moteur. Pas de souci, j'avais entamé, mais la crémaillère restait positionnée dans son emplacement d'origine. Ça, pas de souci. Mais le souci, c'est que la colonne de direction, du moins l'arbre qui va se raccorder à la colonne de direction, il a un cardan qui est assez conséquent, qui est assez gros, forcément, c'était les cardans de l'époque, hein, qui vont avec l'âge de la voiture, mais il était vraiment très gros et il venait toucher le bloc moteur. Donc j'étais vraiment très très près à ce niveau-là. Donc il a fallu que je trouve une solution. Donc j'ai trouvé un cardan, en fait j'ai compté le nombre de splines que vous avez, le nombre de rainures que vous avez sur la matrice au niveau de la crémaillère, et j'ai trouvé un cardan plus petit en diamètre, que j'ai pu souder directement. Alors je vous le montre directement, c'est voilà, j'ai trouvé cet élément-là, donc on a le bon nombre de splines, c'est un cardan qui est beaucoup plus petit en diamètre, et que j'ai soudé directement au cardan, du moins à l'arbre qui va à l'arbre de transmission au niveau de la cloison pare-feu. Mais le problème, c'est que même avec un diamètre beaucoup plus petit, ici, à ce niveau-là, le problème, c'est que ça touchait le bloc moteur. Donc je n'ai pas eu le choix. J'ai dû entamer le bloc moteur, oui, comme ça. Alors rassurez-vous, il n'y avait pas de problématique au niveau des passages d'huile ou autre.
pas de problème d'étanchéité. J'ai dû entamer, c'est simplement un aspect support en alu, donc qui était non nécessaire. Je crois que c'était le support côté pompe de direction assistée, qui était à ce niveau-là, que j'ai dû entamer. Et voilà, aujourd'hui ça passe. Généralement assez proche, j'ai 5 à 8 mm, donc c'est bon, pas de souci à ce niveau-là. J'ai dû jouer quand même sur la hauteur des supports moteurs pour pouvoir rattraper le sujet, mais bon, il n'y a pas le choix. Des fois, on doit faire des modifs et réfléchir 2 fois, on est confronté à cette problématique. Une autre solution aurait été de remettre un deuxième cardan avec, à fixer sur le support moteur, vous savez, pour dévier un petit peu, mais bon, trop de modifs. Là, pour l'instant, ça va bien. J'ai positionné le collecteur d'échappement parce que j'avais peur, hein, parce que avec l'arbre qui passe à ce niveau-là, positionner le collecteur, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va toucher, bon, avec les collecteurs d'origine, ça passe. Ça passe juste, mais ça passe. On n'est pas à 2 mm non plus, vous inquiétez pas. Donc voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. On va avancer sur la prochaine. On arrive bientôt à l'état actuel, hein. Dans le prochain épisode, on va parler de la carrosserie et des jantes. Parce que oui, j'ai pris un kit de chez Rocket Bunny qu'il a fallu adapter parce que à la base c'est prévu pour la coupée, pour la 2 places, et moi c'est une 2+2. Donc au niveau des ailes arrière, il y a des modifications à prévoir. Et après, il faut aussi des jantes à l'arrière et des pneus qui soient d'une largeur assez conséquente pour pouvoir remplir tout ça. Donc on verra ça dans le prochain épisode. Merci à vous, merci de me suivre. N'hésitez pas à liker, à partager et n'hésitez pas à faire vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, bon week-end à vous, bonne soirée, salut!